Il vient me voir et il me dit vous faites du machine learning? J'ai fait non. Vous faites pas machine learning, vous faites pas d'IA. Et là, je suis rentrée toute penaud à la maison. C'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on confond agent et assistant. C'est le cas. Voilà. Je pense. Bonjour à tous, je suis ravi de faire ce podcast avec Caroline. Caroline, bienvenue, je suis ravi de t'avoir avec nous. Merci d'être là. Est-ce que je peux commencer par une question très traditionnelle? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Caroline Chopineau, je suis la directrice générale d'une association qui s'appelle le Hub Francia, et qui travaille sur l'IA, mais on y viendra après. Et ça fait une 20aine d'années que je suis dans l'intelligence artificielle. Ok. Ce qui n'est pas le cas de tous tout le monde, non de tous ceux qui travaillent dans l'IA aujourd'hui. Ça m'intéresse peut-être qu'on deep dive pour faire de l'anglicisme, qu'on explore un peu 20 ans dans l'IA. Ça ressemble à quoi? Peut-être où est-ce que tu as commencé? Ouais, j'ai commencé par faire des maths, un truc un peu classique au départ. Et puis, faut se dire qu'on est dans les années 2000. Et j'ai découvert l'informatique. C'était pas du tout le truc que je voulais faire au départ, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant. C'était une façon appliquée de faire des mathématiques que je trouvais chouette. Et puis, dans mes études d'informatique, j'ai découvert les bases de données. Et puis, pour la petite blague, quand tu faisais base de données à la fac à Jussieu, tu étais obligé de prendre intelligence artificielle avec. Donc, j'ai découvert... ouais, bien sûr, c'est exactement la même chose. Surtout qu'à l'époque, c'était plutôt de l'IA symbolique. Donc, on faisait peu de machine learning. C'était plutôt sur des systèmes à base de règles, des systèmes d'agents. Est-ce que tu pourrais, pour nos auditeurs, définir de façon simple, là je vais te prompter comme ChatGPT, comme un enfant de 8 ans, est-ce que tu pourrais définir l'intelligence artificielle symbolique? Oui, l'IA symbolique, c'est le fait de représenter le monde à base de concepts et de symboles. Donc, tu vas plutôt décrire sous forme de concept, en fait, ton environnement, et tu vas décrire les comportements de ton IA de façon plutôt explicite et explicable. Donc, c'est des approches qui existent depuis aussi longtemps que l'IA connexionniste, mais qui est plus basée sur de la modélisation d'expertise. Donc, ça a beaucoup fonctionné au départ parce qu'on était plutôt là pour essayer d'extraire de l'intelligence humaine des règles de logique et des règles de décision. Donc au départ, la plupart des systèmes fonctionnaient comme ça, aussi parce qu'on avait peu de données, donc on n'était pas tout à fait capable d'exploiter les modèles d'apprentissage automatique. Est-ce que c'est juste de dire que l'IA symbolique, c'est de donner des règles à l'IA, par exemple? Si on caricature, c'est ça. C'est structurer ton système de façon très explicite avec des systèmes à base de règles. Mais tu peux avoir des algorithmes qui sont beaucoup plus poussés que ça, donc des graphes, des arbres de décision et qui vont être avec des poids qui vont faire que tu vas avoir des comportements qui évoluent dans le temps, mais tu n'as pas l'apprentissage. C'est la différence. Mais tu mets les arbres de décision et les graphes dans l'IA symbolique. Si tu les as pas générés à partir de données par apprentissage automatique, tu es sur du symbolisme, oui. Ok. Bah, tu vois, je les aurais peut-être pas mis dans le symbolisme. C'est parce que tu as des modèles à base de graphes ou d'arbres de décision qui sont plutôt côté symbolique. Mais on les construit à la main, en fait. C'est des algorithmes qui existent, qui sont figés, et tu vas les adapter à base de poids que tu vas définir à la main. D'où la complexité quand même quand tu passes à l'échelle d'arriver à modéliser le comportement d'un système en devant manipuler à la mano les poids et en faisant des petites formules à la main qui vont te permettre de faire ça. Moi, je me souviens que je suis rentré dans les algorithmes comme ça et déjà, je trouvais ça trop cool. Oui, c'est très cool. 2015, je pense, où moi je faisais ma première expérience, c'était chef de projet data chez Warner Bros. Et j'avais un petit peu exploré du coup les algorithmes. Et l'algorithme, c'était moi qui disais si ça, donc ça, puis ça. Donc vraiment, c'était le faire à la main. Mais déjà ça, en fait, c'était quelque chose de super nouveau et super efficace en fait finalement versus... sur beaucoup de sujets, ça fonctionne très très bien. Et c'est vrai que moi je suis arrivée sur l'IA par ça. En fait, à l'époque, je détestais même tout ce qui était lié à de l'apprentissage automatique parce que je trouvais ça extrêmement compliqué. J'avais un prof qui adorait nous présenter des énormes formules mathématiques, on comprenait rien du tout. Donc, on avait l'impression que c'était complètement mystérieux. Et en plus, ça marchait pas très bien. On faisait des expérimentations en master ou sur de la classification d'images et c'était un petit peu foireux. Et donc, moi, je l'ai pris par le prisme de tout ce qui était orienté système à base de règles. Les systèmes d'agents aussi, c'était plutôt côté IA symbolique, les agents intelligents.
C'est le concept d'agent, toi, tu le découvres il y a 15-20 ans? Ouais, moi je l'ai en master, donc on est en 2001. Je pense que ça, c'est important quand même, parce que c'est un peu le mot à la mode cette année. Et nous, en plus, on l'utilise, je dirais pas à l'excès, mais on trouve que ça a beaucoup de sens de l'utiliser aujourd'hui. Mais en fait... Côté recherche, les agents, ça existe depuis les années 90. Avant, ça s'appelait les acteurs. Et le concept de base, c'est d'avoir des entités autonomes qui interagissent avec l'environnement. Et en fait, tu as à l'intérieur des agents, côté recherche, tu avais à la fois les gens qui s'appuyaient sur de la décision faite à base d'algorithmes, qu'on va dire côté IA symbolique, et puis d'autres qui faisaient des agents intelligents, comme on les appelait, avec du machine learning. Donc, tu apprenais le comportement de ton agent, donc qui était encapsulé dans cette petite boîte, on va dire, et qui interagissait avec d'autres agents. Et toute la recherche côté agent, elle est très orientée sur la collaboration, la coopération, le fait de résoudre un problème de façon distribuée et d'en sortir une réponse à une question. Et donc, moi, j'ai vraiment adoré toutes ces approches là-dessus quand j'étais en master, et c'était les projets que je préférais parce qu'en fait, c'était hyper concret. On avait des projets où on créait sous MathKit, peu importe le système, c'est des trucs qu'on utilisait à la fac. Tu créais tes petits agents style robot aspirateur, et puis tu leur faisais apprendre à aspirer, apprendre à se déplacer dans l'environnement. Et le concept de distribuer ton système d'IA sur des entités qui interagissent avec l'environnement, pour moi, c'était ça, l'intelligence artificielle. Le reste, c'était de l'algorithmie, mais là, c'était vraiment concrètement comment tu mets en pratique de l'IA. J'interromps ce podcast une seconde pour vous parler d'AI Partners, le premier cabinet de conseil 100% dédié à l'adoption de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Nous accompagnons déjà un grand nombre d'entreprises dans leur adoption, leur stratégie de transformation, mais également la formation des collaborateurs. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter, on serait ravis de discuter avec vous de vos enjeux. Qu'est-ce qui fait que ça a mis 20 ans à exploser ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Ouais, non, c'est une réponse complexe. Ouais, je pense c'est un peu compliqué. Mais ça m'intéresse, toi qui l'as vu il y a si longtemps. C'est ça, si on refait un peu l'histoire, parce qu'en fait, suite à cette découverte en master de ce concept d'agent, après, j'ai continué en thèse sur les systèmes multi-agents. Donc, j'étais à Paris 6 dans une équipe SMA, ça s'appelait. Et ma thèse, c'était le contrôle de comportement émergent dans les systèmes d'agents autonomes. Et j'avais fait ça en CIFRE, donc avec Thales. Et l'idée, c'était d'exploiter ce concept d'agent pour faire des simulations d'entités autonomes. Donc là, on est dans le domaine de la défense, donc ça peut être simuler des drones, ça peut être simuler des bateaux, enfin peu importe. L'idée, c'était vraiment d'être capable d'exploiter ce concept-là de distribution de l'IA pour faciliter tout ce qui touche à la simulation. Et à terme, une fois que tu as fini la simulation, tu peux l'embarquer dans des systèmes autonomes type drone. Et je pense que les gens ne se rendent pas suffisamment compte que ces concepts, on les travaille depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais il y a une sorte de boom technologique qui fait qu'ils sont plus à la mode et que maintenant, on en entend parler dans le grand public. Mais en fait, les grandes entreprises, elles travaillent sur des logiques d'automatisation depuis très longtemps. Tout à fait. Et ce concept d'agent, initialement, il a été vraiment, comme je disais, exploité pour de la simulation. Et quand j'ai continué après ma thèse, je suis allée dans une PME qui s'appelle Masa Group, qui existe toujours, donc qui fait des simulateurs d'entraînement pour la défense. Et le cœur du simulateur, donc il faut imaginer que c'est un jeu de stratégie, comme un jeu de stratégie avec des unités sur le terrain. Et le grand différenciant à l'époque, donc on est en 2007, moi, quand j'ai rejoint l'entreprise, son différenciant, c'était de mettre de l'IA sur les unités terrain. Et donc, c'était une des seules à mettre de l'IA sur C'était la seule système. entreprise qui, en défense, faisait ça. Donc, c'était vraiment issu... Avant, c'était une boîte qui faisait des jeux vidéo. Donc, ils avaient vraiment développé le moteur d'IA. Et du coup, voilà, le fait qu'ils aient réussi à percer sur le secteur de la défense, c'était grâce à ça, c'était à ce différenciant, parce que tous les autres simulateurs, c'était piloté par des humains, en fait, qui bougeaient les unités sur le terrain comme un jeu d'échecs, où éventuellement, il y avait un si machin fait truc. Et du coup, il n'y avait pas d'adaptativité autonome, on va dire, des unités sur le terrain. Et là, il faut se dire aussi qu'il n'y avait pas de machine learning derrière. Mais par contre, tout était modélisé sous la forme d'agents. Il y avait une représentation du système. C'est peut-être juste ça, on peut en profiter pour bien le définir. C'était de l'IA, donc plutôt symbolique, pas de machine learning, donc il n'y avait pas de prédiction, c'était des règles établies en amont que l'IA allait reproduire. Tout à fait.
Pourquoi ? Parce qu'on est sur le secteur de la défense et tu peux pas te permettre d'avoir des approximations. Donc, l'idée, c'était de modéliser la doctrine militaire à l'intérieur d'agents. Mais à l'époque, on avait plutôt tendance, quand on faisait ça, à modéliser de façon monolithique le comportement du système, ce qui est extrêmement complexe. Mais là, c'était modéliser unité par unité. Et en faisant ça, en modélisant le comportement et en y attribuant des poids, tu pouvais voir dans le simulateur une IA qui en rencontrait une autre et qui changeait son comportement en la croisant. Elle allait se cacher derrière un muret, elle lui tirait dessus, et donc tu pouvais interagir avec le système. Et ça, c'est modélisé en amont, c'est if... C'est pas des if, non, c'est ça la d'accord. subtilité. Ah ouais, okay. C'est que c'était on va dire un graphe de décision, et en fonction des poids qui rentraient au niveau du graphe, en sortie, tu n'avais pas les mêmes comportements. D'accord. Et toute la complexité, c'était d'arriver à mettre les bons poids sur les nœuds du graphe, pour qu'il y ait ce comportement adaptatif qui soit automatiquement mis en œuvre dans le système. Donc voilà. Les entreprises militaires, ou en tout cas dans l'industrie militaire, on utilise l'IA depuis très longtemps déjà pour faire des modélisations, pour faire des tests. Tout à fait. Okay. D'accord. Et donc toi, tu commences par ça, tu continues dans ce secteur-là, Oui. En fait, donc après ma thèse, j'ai donc rejoint Masa. Je m'occupais de développer à la fois une partie du moteur d'IA et puis aussi un peu mettre en place tous les concepts autour pour être capable de modéliser les comportements. Et puis, en 2000, je pense qu'on était vers 2009-2010, il y a eu des grands appels à projets sur les serious games. Et comment... développer des serious games, c'était Tu peux définir rapidement ce que c'est ? C'est typiquement des simulations qui vont te permettre de te former à tel ou tel métier. Et c'était comment transformer la formation avec des jeux sérieux, comme on dit. Donc plutôt pour les entreprises, plutôt pour les formation manager. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc, on avait proposé à l'époque, avec Masa, un projet avec la Segos, qui était d'utiliser l'intelligence artificielle dans les serious games, plutôt que d'avoir des trucs hyper figés. Faut se dire que c'est très scénarisé. Tu fais ci, on te répond ça, et du coup, c'est la façon de faire les formations à l'époque quand tu voulais un peu les numériser. Et là, l'idée, c'était de se dire, on va faire le même principe qu'on faisait avec les simulateurs d'entraînement. On va mettre des IA sur le scénario, et en fait, les personnages avec qui on va interagir dans le serious game pour te former, ils vont s'adapter à tes réponses. Et donc ça, c'était un peu innovant à l'époque, parce que c'était pas du tout la démarche qu'on faisait sur ce type de serious game. Et donc, on a commencé à réfléchir, à se dire, il y a probablement d'autres secteurs que la défense sur lesquels on peut mettre de l'IA. Et donc, à ce moment-là, Masa m'a demandé de m'occuper de l'équipe d'innovation R&D, on va dire, de l'entreprise. Alors, c'est une PME, c'est 40-50 personnes, mais ils ont souhaité développer de façon plus active ce pool d'innovation. Et l'idée, c'était de voir donc comment est-ce que je mets l'IA qui était développée, et donc le moteur d'IA qui a été développé pour la défense, sur d'autres secteurs. Et donc, on a commencé les serious games, la robotique, on a commencé à lancer des projets au niveau européen, toujours des agents, des moteurs d'IA qui sont mis en œuvre dans des simulations. Et c'est peut-être ça la différence avec aujourd'hui, pendant que tu parlais, je réfléchissais à ça. Les agents IA, à ce moment-là, c'est des agents qu'on met en place dans des simulations pour anticiper, pour imaginer, pour réfléchir. Alors que les agents IA dont on parle aujourd'hui, c'est des agents dans le vrai monde qui vont avoir un vrai rôle et on est plus on est en train de sortir un peu de la simulation. Dans la simulation, tout à fait. Et ce qui est intéressant à l'époque, quand on a commencé à travailler là-dessus, c'est qu'on était à la limite entre les deux, si tu veux, parce que le simulateur de la défense, il y avait aucune interaction avec les humains. C'était vraiment pour faire évoluer le système. Et puis, quand on a commencé à essayer de l'appliquer sur la robotique, sur les jeux vidéo, on va revenir sur ces thématiques de jeux vidéo ou de serious game, il y avait de l'interaction humain-machine qui commençait à rentrer en œuvre. Okay. Et donc, l'humain était un agent parmi d'autres dans le système. Ça, en général, ça casse ou ça fonctionne bien ? Non, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. En fait, le fait d'avoir mis en place des agents fait que tu peux facilement intégrer un humain en tant qu'agent dans un système collaboratif. Et donc, ça marchait super bien. Parce que c'est déjà designé pour ça. En fait. Et il a déjà ce concept d'interaction avec les autres. J'ai vu des papiers de recherche et on voit plein de choses hyper intéressants, mais où ils imaginent des systèmes managériaux dans lesquels il y a des agents IA et des agents humains de façon répartie en fonction des tâches et des capacités de chacun, et dans laquelle même tu vois qu'il est parfois l'agent humain, il est en dessous de l'agent IA et il répond à ses et donc besoins. Il serait entre guillemets son chef, ça serait une IA. Il y a des papiers de recherche que j'ai vus là-dessus. Toi, t'en penses quoi ? Alors,
Je sais pas si l'IA sera le chef, mais en tout cas, le concept de faire des systèmes distribués avec des agents, c'est exactement ça. C'est-à-dire que soit tu dis, j'ai un système complexe et je vais le déployer sur des agents et ils vont me donner la réponse. Soit tu fais un système collaboratif humain-machine et donc l'humain, il a sa part à jouer dans l'évolution du système. Donc s'il y a une décision à prendre, soit c'est l'humain qui la prend, soit c'est l'agent qui la prend à la fin. Dans le plus mauvais des mondes, c'est l'agent qui prend toutes les décisions. Mais disons que sur le principe, le fait de distribuer comme ça, c'est fait en sorte que l'humain est transparent dans le système. Et donc ça peut arriver que tu aies l'agent qui ait besoin d'une information de la part de l'humain pour pouvoir avancer dans sa tâche. Nous, chez AI Partners, on fait des agents IA. Dans 95% du cas, c'est des agents, des systèmes d'agents collaboratifs IA humains. Oui. Le human in the loop, oui, le fait d'avoir... Il y a très peu de cas où on voit que ça a du sens de ne pas mettre du tout d'humain. Oui, ça n'en a pas. Mais aujourd'hui, nous, on le voit quasiment pas. Alors, tu sais, sur certains workflows très simples où il n'y a pas de risque, dans ce cas-là, pourquoi pas. À la limite, c'est pas très grave. Mais... Donc, nous, on fait des workflows IA humains. À chaque fois, l'humain, son rôle, c'est bien briefer, bien vérifier, valider. C'est quoi, selon toi, le bon système IA humain? Tu vois, c'est quoi les bonnes guidelines? Ou je sais pas, c'est quoi ton point de vue sur ce genre de choses? Mais en fait, ce qui est difficile à dire aujourd'hui, c'est que la façon dont sont développés les agents, avec cette dynamique d'interaction humain-machine, elle est quand même assez simpliste. On va avoir quand même des workflows qui sont un agent qui passe à un autre, qui fait là, et puis on met l'humain dans la boucle à la fin, imaginons, pour qu'il prenne la décision finale. Si on est très puriste et qu'on reprend la définition initiale de ce que c'est qu'un agent et un système multi-agent, c'est des systèmes qui sont collaboratifs et coopératifs. Aujourd'hui, on n'y est pas vraiment, en fait. Il y a très peu de c'est hyper simpliste. C'est hyper simpliste. C'est à l'époque, quand j'avais créé ma startup, mais on y viendra après, on se comparait à du if TTT, quoi. Enfin, donc du Zapier ou du N8N aujourd'hui. Mais en gros, on est à ce niveau-là d'automatisation et d'orchestration du système d'agents. Peut-être quand on arrivera un cran plus loin, où on aura vraiment, comme on dit des fois, des essaims d'agents qui font des tâches et qui rendent à l'humain la décision finale, mais vraiment avec des systèmes de coopération, d'orchestration et de collaboration qui sont plus complexes, peut-être là, on pourra vraiment se poser la question de comment on gère la prise de décision finale et puis l'intégration de l'humain dans le système. Ça m'intéresse beaucoup tout ce que tu viens de dire. Enfin, non mais l'orchestration, chez nous, on le définit comme l'ensemble de règles et d'éléments qui vont permettre à l'agent de réaliser une tâche. Oui. Pardon. Toi, ce que tu viens de dire, c'est que là, on est à un niveau un peu simpliste d'orchestration, finalement, où il y a un agent ou des multi-agents qui font des choses, et à la fin, l'humain, il dit oui, il dit non. Et donc là, tu parles de quelque chose de plus complexe avec des essaims d'agents qui serait une next step. Et ça m'intéresse que tu creuses un peu ce sujet, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, demain, c'est quoi la différence selon toi? Alors, bon, ça c'est plutôt côté recherche. Sur quoi on a toujours travaillé côté système multi-agent. Alors après, je vais dire ça, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu mes collègues qui bossent là-dessus. Mais en tout cas, ce qui était intéressant dans ces concepts d'agents, c'est vraiment le fait que tu te préoccupes pas forcément de la façon dont ils vont résoudre le problème. Ouais. Et donc, tu n'as pas à orchestrer leur comportement les uns par rapport aux autres. En fait, dans les agents, il y a un concept qui est fondamental, qui est l'autonomie. Un agent, il doit être autonome dans sa façon de prendre ses décisions et d'interagir avec l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, c'est lui qui a la décision, et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bridé et orchestré sur la façon dont il fait le truc. Mais il doit faire Mais par contre, il doit faire tout seul. C'est-à-dire que tu lui donnes un input, il mouline son machin, et il te donne l'output. Et ensuite, quand tu mets plusieurs agents ensemble, la façon dont ils se coordonnent, il y a si tu regardes des papiers de recherche, je n'ai plus en tête, mais tu as des recherches qui sont faites sur la coopération et la coordination. Et donc, tu as des processus, je ne sais pas comment appeler ça, mais des processus de communication et des processus d'organisation qui existent. Il y a des recherches là-dessus. Okay. Et donc, tu peux trouver des modes opératoires entre agents pour collaborer qui répondent à ta problématique. Parce que nous, aujourd'hui, ce qu'on fait réellement, c'est souvent de l'agent par tâche.
Et donc, en fait, une sorte de manager d'agent où il y a un agent 1 qui fait une tâche, un agent 2 qui regarde si la tâche elle est bien faite. Parce que tu sais, ce qui est marrant avec les LLM, c'est qu'ils sont meilleurs pour identifier l'erreur qu'ils ont faite que de pas la commettre. Donc, en fait, on bricole des choses comme ça. Et puis après, c'est un peu du parallèle par tâche. Il y a un agent pour une tâche. La collaboration, tu vois, techniquement, dans ce que nous, on a en place, je la visualise pas. Ça serait quoi? C'est très... Mais en fait, tout dépend du problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que la façon dont c'est mis en place, c'est suffisant pour ce qu'on demande à faire au système. Et ce qui est intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, moi, je trouve, c'est justement que les gens réfléchissent en mode agent. Jusqu'à présent, on réfléchissait l'IA en mode data science, en fait. C'est-à-dire qu'on prend de la donnée, on la mouline, on met un modèle, on fait une prédiction. Et puis finalement, on en fait quoi de ce machin? On a un modèle, mais il n'est jamais opérationnalisé dans un système. Moi, ma grande phrase, ça a été de dire, parce que on a voulu mettre de la data dans le marketing, on a fini par mettre du marketing dans la data. Oui. Moi, c'est un peu pour ça que je suis... Parce qu'on faisait des modèles pour faire des modèles. Oui, pour faire des modèles. À quoi sert le modèle, en fait? Tout à fait. Et c'est là où je trouve que c'est assez drôle avec les années qui passent, c'est que... le fait d'avoir vu... Moi, je ne suis pas data scientist à la base. Je suis ingénieur IA, docteur IA, ce que tu veux, informaticien, mais pas data scientist. Tu mets où la différence entre les deux, toi? Typiquement, je ne sais pas analyser de la donnée. J'ai jamais fait. Enfin, ça n'a jamais été dans mon métier. J'ai jamais eu à faire de l'analyse de données, aller trouver des modèles, les appliquer dessus, etc. etc. J'ai jamais fait ça, parce qu'en IA symbolique, tu ne fais pas ça. Donc, toute la partie de ma vie où j'ai fait du dev IA. J'ai chopé des algos, je les ai développés, je les ai appliqués. C'est l'architecture, en fait, que tu fais plutôt. C'est l'architecture et du développement. Et donc, le jour où les data scientists sont devenus des rockstars, c'était assez perturbant pour moi parce que, bon, à l'époque, donc j'avais ma start-up. On n'était tous plutôt pas des data scientists parce que ça faisait un moment qu'on était sur l'IA et on voyait débouler ces data scientists qui ne savaient pas coder. Donc, c'était quand même un peu particulier. Et eux, ils étaient très forts à analyser de la donnée. On est en train de faire exactement le chemin inverse, là. C'est parce Tout que moi, justement, j'avais des équipes de data scientists qui ne savaient pas coder. Et maintenant, pour mes agents, il me faut des devs. Tout à fait. On refait le chemin inverse. On refait le chemin inverse. Et c'est pour ça que je trouve cette période très drôle. C'est que les gens ont eu tellement du mal à comprendre ce que c'était que l'IA, même en entreprise. Il y a ceux qui connaissent depuis très longtemps, ils savent ce que c'est. Et puis, il y a ceux qui l'ont découvert au moment où, en 2012, il y a eu les grands plans de financement sur le big data. Donc, ils ont découvert l'IA par le biais du big data. Et à ce moment-là, ils sont tous équipés de data analysts et de data scientists. Et ils ont... dans des data labs, commencer à poker des modèles, etc. etc. Et juste, pardon de te couper, mais parce que moi, je l'ai vu à ce moment-là, moi, je suis arrivé un peu après sur le marché du travail, mais je me souviens de cette discussion où mon entreprise, elle venait d'embaucher 2 data scientists. Ils arrivent et ils demandent, on fait quoi? Et les boss, ils leur disent, à vous de nous dire ce qu'on fait. Oui, c'est ça. C'était ce truc-là, en fait. On embauchait des data scientists à tour de bras et on savait même pas ce qu'ils allaient faire, en fait. Tout à fait. Et là, on va peut-être faire l'inverse. On va peut-être embaucher plein d'ingé IA et puis on ne saura pas quoi leur faire non plus. Donc, moi, ce que je trouve intéressant donc, aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que, quelque part, grâce à l'IA générative et au fait qu'on a conceptualisé les agents et les assistants, disons que l'IA pour le monde, c'est ça. Ça permet de se dire qu'enfin, peut-être, les gens ont compris comment est-ce qu'on déployait une IA. Ils ont trouvé une solution pour la déployer le plus simplement possible. Alors, je ne veux pas dire par là... C'est plus concret. Donc, c'est plus facile. Donc, peut-être que c'est plus accessible pour une partie des entreprises. Est-ce que c'est un peu la renaissance du RPA? J'espère pas. Non, parce que... Le robot de processus mais le RPA, c'était très sur... Bon, tu me diras, ce qui se passe aujourd'hui, c'est peut-être un peu comme ça, mais le RPA, c'est très sur les interfaces, j'automatise les clics et tout. Enfin, c'était quand même aussi assez simpliste au départ. Mais tu as des gens qui te diront, les agents IA, c'est du RPA avec une petite brique d'intelligence supplémentaire. Probablement qu'aujourd'hui, c'est un peu un truc dans le genre. En tout cas, on tend vers ça. C'est les démos qu'on a, c'est ça. Mais... on peut donner des exemples. Alors, je peux donner quoi comme exemple? Si on peut revenir un chouïa en arrière, quand j'ai créé ma start-up en 2014-2015, il y a... On était des anciens collègues de Masa et on a spin-offé la boîte à l'époque.
Et donc Craft AI, qui existe toujours. Bonjour à eux. C'est toi qui as fait Craft AI? Tu connais Craft AI? J'ai pas... Mais attends, si je dis pas de bêtises, ils existent encore aujourd'hui? Oui. Mais on a discuté avec eux il y a pas longtemps. C'est Homéric, le boss. Ouais, mais j'avais discuté avec la personne sur la partie qui gère la partie commerciale. Ah, ouais. non. Mathieu, c'est je sais plus. R&D. Mais la partie commerciale. Ouais. Parce que ils sont pas mal encore aujourd'hui. Je savais pas que c'était ton entreprise. Enfin, que t'avais... Voilà. D'accord. Alors, au début, oui, c'était moi. Donc, pendant 5 ans. Ok. Trop bien. C'était cool, ouais. Et donc, quand on a créé Craft, à l'époque, l'idée, c'était on spin-off une boîte pour attaquer les marchés autres que la défense avec les moteurs d'IA. Donc, on avait fait la R&D, etc. Donc, j'avais lancé quelques projets. Et puis là, l'idée, c'était de regrouper une partie de l'équipe et puis de créer cette boîte. À ce moment-là, l'IA, c'était pas à la mode. 2015, oui, c'était pas... Ça commençait, en fait. Ah non, 2015, ça débutait. Ouais, ça débutait quand même. Donc, on avait commencé à l'incuber 2014 et 2015, on l'a officiellement sorti. Sauf qu'à l'époque, notre idée, c'était de reprendre un peu le même concept d'avant, c'est-à-dire avoir des agents qui sont capables d'avoir des comportements sur tel ou tel secteur. Bon, je viendrai après... plus sur les secteurs où ça fonctionnait bien. Mais on était parti sur une démarche très IA symbolique, comme on faisait avant. C'est-à-dire on fait des arbres de décision, on crée les agents, ils ont des comportements, on les déploie dans des systèmes. Et je m'en souviendrai toujours, j'ai fait une présentation dans un pôle de compétitivité de ma start-up pour essayer de trouver des financements pour de la R&D. Et il y a quelqu'un qui vient me voir, je suis très pauvre, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, il vient me voir et il me dit « Vous faites du machine learning ?» J'ai fait non. Vous faites pas machine learning, vous faites pas d'IA. Et là, je suis rentrée toute penaud à la maison. C'est exactement ça. Voilà. C'était exactement ça, la vision. Ça. C'était très réducteur et on y a réfléchi 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis on a complètement pivoté d'un point de vue technique et on s'est dit... Vers le machine learning ? Vers le machine learning. Et on s'est dit, on va faire la même chose, mais au lieu de le faire à la main, on va apprendre des données du client, les modèles de comportement des agents. Il faut que je te pose une question, et après, il faut absolument qu'on parle de Hub Francia, parce que ça serait quand même dommage. Mais il y a une question dont j'ai vraiment envie de te parler. Je t'explique. Nous, un des services qu'on fait, c'est d'aider des services ou des entreprises à identifier les bons cas d'usage de l'IA. Dans une logique d'intégrer l'IA, de se restructurer, améliorer leur performance. Donc souvent, on passe un peu de temps, on dit, il faut mettre de l'IA là, sous quelle forme? Là, vous embêtez pas, c'est un GPT personnalisé. Oui. Là, vous embêtez pas, il y a cette solution qui existe. Là, embêtez-vous, créez un agent. Mais en fait, quand tu parlais tout à l'heure des systèmes collaboratifs, multi-agents, je me suis demandé, mais est-ce que ça, c'est pas juste la mauvaise façon de faire? Est-ce que la bonne façon de faire serait pas plutôt aujourd'hui d'aller voir des entreprises ou des services et de leur dire quels sont vos process, quelles sont la façon de vous travailler et de construire en fait une organisation multi-agents dans lequel il y a des agents humains, des agents et des agents IA. Ce qui est déjà un peu ce qu'on fait, mais je veux dire, à l'extrême, en fait, ça serait de recréer une architecture. De modéliser les processus métiers et de faire en sorte que les agents interagissent selon les processus remodéliser tous les processus métiers d'un service, de définir qui est IA, qui est humain, et de refaire toute l'architecture en fait du service. Tu pourrais. Mais peut-être que ce serait une façon d'intégrer plus facilement les agents dans des processus d'entreprise et d'aller un cran plus loin. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on confond agent et assistant. C'est le cas, voilà. Je pense. Mais parce que c'est les gens le truc, c'est quand tu parles d'assistant personnel avec de l'IA derrière, c'est un truc qui est un peu différent du concept d'agent, puisque le concept d'agent à la base, c'est plus pour concevoir ton système d'IA de façon distribuée. Et donc, dans certains discours, on parle vraiment d'agent au sens architectural. Ouais. Et dans d'autres discours, on parle plutôt d'assistant conversationnel. Non, c'est les mettre dans deux étapes. C'est pas tout à fait la même chose. On les met dans 2 étapes différentes en disant étape 1, tout le monde a son assistant personnel qui augmente au quotidien. Étape 2, il y a des créations d'agents sur des processus métiers spécifiques. Oui. Mais tu pourrais avoir un assistant personnel, parce que ça, c'est des POC qu'on faisait dans ma boîte d'avant. Et c'était rigolo, c'est qu'on avait un assistant personnel, mais derrière, il y avait plusieurs agents. Ouais, d'ailleurs, en général, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe parce que. Et donc, c'est pour ça que c'est pas tout à fait la même chose de dire je fais mon assistant personnel et je fais mon agent. Donc, tu peux avoir plusieurs agents qui vont résoudre ton problème d'assistant personnel. Ou conversationnel.
Pardon, je t'ai coupé. Vas-y. Non, c'est bon. Non, mais je revenais à ton idée, ce dont tu parlais, que j'essaye un peu de m'approprier dans ce que je fais, tu vois, pour le conceptualiser. Si on se dit, tiens, on va voir pour une entreprise donnée ou un service donné, leur dire, on va vous créer un nouveau processus multi-agent humain, collaboratif humain IA. Mais comment tu mesures un processus efficace? Tu prends tâche par tâche, tu regardes qui est le meilleur entre l'humain et l'IA, et tu faut regarder logiquement la collaboration. Je pense que dans l'avenir, ce sera efficace si c'est transparent. L'IA, ça marche bien quand on n'en entend plus parler. Aujourd'hui, je trouve qu'on a trop d'interactions, entre guillemets, explicite avec les agents. On leur parle, on chatte, on leur dit de faire des trucs et tout, mais en fait, l'avenir, c'est pas ça. Il faudrait que les agents, ils soient utiles pour être plus efficaces dans le process, et parce que d'un point de vue d'architecture, c'est peut-être le plus simple possible pour intégrer ça dans les processus humain-machine. Mais fondamentalement, il faudrait que ça devienne transparent pour que ce soit efficace. Je sais plus quel designer avait dit un truc du style tant que les humains devront prompter, ils pourront pas juste appuyer sur un bouton, l'IA sera pas totalement intégrée. Ouais. C'est pas complètement faux. C'est que tant que tu es obligé de faire tout un truc... Il y a trop de choses. Donc, tu dois créer toi-même tes agents, c'est trop... Mais c'est normal aujourd'hui. Et l'IA, ça a toujours été comme ça. Hein. Si tu regardes historiquement, personne ne va te dire que la recherche dans Google, c'est de l'IA. C'est devenu de la recherche, c'est tout. Ouais. C'est un search et tout le monde sait ce que c'est un search. Mais tant que tu sais pas vraiment à quoi ça va te servir, tu dis que c'est de l'intelligence artificielle, et puis le jour où c'est utile, en fait, ça a vraiment un nom. Ça disparaît. La seule chose, c'est que comme c'est devenu tellement de la mode, je sais pas à quel point ça va disparaître. Et là, on est vraiment dans ce truc de hype où y a de l'IA partout. Et en fait, d'ailleurs, moi, je me suis... un peu fighté sur LinkedIn pour un sujet comme ça, mais parce qu'en fait, maintenant, l'IA, c'est une finalité. On veut faire de l'IA. Oui, mais c'est pas bon, parce que dans les années, je sais plus, je vais pas remonter très très loin, mais je crois qu'en 2017, 2018, on disait on fait de l'IA pour faire de l'IA. Il y avait 80% des POC qui passaient jamais en prod. On se retrouve exactement dans la même situation aujourd'hui. Mais ça, par contre, il faut arrêter, en fait. L'époque, à tout va et tout. OK, il faut expérimenter des choses. Il y a des choses qui vont partir à la poubelle. Mais c'est pas faire de l'IA pour faire de l'IA. Il faut vraiment identifier dans ses processus métiers ou dans ses relations avec ses clients, où est-ce qu'on a des choses qu'on voudrait automatiser, améliorer, et puis là, commencer à regarder si l'IA est une solution. Mais là, aujourd'hui, comme tu dis, il y a la hype, on fait tous des agents, il y a les LLM, c'est incroyable. Et donc, on se remet à faire un peu n'importe quoi en oubliant fondamentalement que l'IA, ça a un impact positif, négatif, on pourrait creuser ça très très longtemps, et qu'il faut réfléchir quand on déploie ce type de solution, et que c'est pas juste pour s'amuser. Moi, de façon un peu simpliste, je réponds toujours cas d'usage. Oui, cas d'usage. Cas d'usage, impact, ROI. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Et parfois, le ROI peut avoir plein de visages aussi. Parfois, en fait, c'est juste simplifier le travail des humains. Parfois, c'est gagner de l'argent, gagner du temps. Et ça, il faut d'abord le définir. Tu vois, nous, maintenant, dès qu'on fait un audit, d'abord, on se dit, voilà, voici toutes les formes dont le ROI peut avoir, du potentiel du ROI. Quelle est la forme de ROI qui, pour vous, est la plus alignée avec votre culture d'entreprise? Tout à fait. Et là, on définit les cas d'usage. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux nous parler un peu de Hub France IA? Non, je sais pas. qu'on a passé une heure. Mais moi, le problème, c'est que j'aurais pu parler d'agents toute la journée. Donc voilà, merci beaucoup. Déjà, franchement, on en refera une, mais hyper passionnant, et je sens qu'on pourrait creuser encore plus. Mais on peut. Après, moi, quand même, pour conclure sur la partie agent, ayant un historique assez long, on va dire, sur le sujet, même s'il y a des chercheurs qui travaillent depuis bien plus longtemps que moi là-dessus et qui ont continué à travailler sur ce sujet, j'ai une vision des agents qui est assez particulière, puisque je viens côté recherche de ce domaine-là, et côté entreprise, j'ai longtemps travaillé là-dessus. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce qu'il y a les LLM derrière qu'on n'avait pas à l'époque. Typiquement, si on avait eu les LLM à l'époque où on a lancé Craft AI, on aurait été méga précurseur sur le sujet des agents, parce qu'on avait déjà tout architecturé de cette façon-là, et en plus, on aurait pu avoir des modèles vraiment explicables, au sens où, quand tu détectes, par exemple, qu'il y a une chaudière qui tombe en panne, c'est hyper simpliste ce que je vais dire. Nous, notre objectif, c'était que la personne du métier qui reçoit l'alerte, elle ait un rapport de pourquoi l'IA lui dit qu'il y a un problème. Qu'on pourrait faire maintenant. Et qu'on pourrait faire facilement maintenant, alors qu'avant, on galérait comme pas possible. Ouais.
Et donc, du coup, Craft AI, bon, ça a duré 5 ans. Et puis, en fin 2020, je suis donc arrivée au Hub Francia. Et donc, je vais pouvoir expliquer ce que c'est que le Hub Francia. Donc, c'est une association, comme je disais, association qui a été créée en 2017. Et depuis 2017, sa mission, ça a toujours été d'accompagner l'adoption de l'IA par tout le tissu économique français, avec aussi un gros volet européen. Oui, c'est parce que c'est pas voilà. que français, c'est quand même très européen. Oui, ça a toujours été une vision fondamentalement européenne, Ouais. très souveraine européenne, faire la promotion de ce qui se fait bien en Europe, mais on est quand même très localisé sur la France avec cette volonté européenne. Et donc au début, l'association, elle travaillait beaucoup sur à l'époque, c'était les stratégies nationales. Donc il y avait eu la stratégie nationale qui était sortie du cabinet d'Axel Lemaire. Après, il y avait eu celle de Cédric Villani et Eye for Humanity que tout le monde connaît. Donc c'était la seule association en fait qui existait à l'époque sur l'IA. Il y en a une autre qui s'est créée un an plus tard qui s'appelle Impact AI, qui avait été lancée à l'époque par Microsoft et qui aujourd'hui est présidée par Bouygues, et qui est vraiment focus sur la partie IA responsable, IA de confiance. Et le Hub Francia, c'était plutôt une démarche très technique à la base. Donc, c'était plutôt des chercheurs et des experts IA de start-up et de grands groupes qui se regroupaient pour éclairer sur des sujets plutôt techniques autour de l'IA et stratégiques. Aujourd'hui, la posture, elle est un peu similaire, mais les profils sont un peu plus diversifiés. On a 300 adhérents, organisations adhérentes. Donc, on a toujours beaucoup de startups, un peu plus de 200. Et puis, on a des grands groupes, des collectivités, des cabinets d'avocats, des fonds, des incubateurs, des labos. Donc, des profils qui sont plus diversifiés et qui représentent vraiment ce qui se passe aujourd'hui en IA. C'est-à-dire que c'est pas juste un sujet d'expert, c'est un sujet qui touche tout le monde et avec chacun ses problématiques bien spécifiques. Et dans sa mission, l'association, aujourd'hui, ce qu'elle fait majoritairement, c'est qu'elle va publier des livres blancs, des notes, des cas d'usage sur l'IA. Et il y en a une dizaine de groupes de travail qui tournent en ce moment. Et ceux sur lesquels on a le plus de production, ça va être l'IA générative, forcément. Donc tout ce qui va être technique comme le RAG, mais les agents, mais aussi les risques aussi de déployer des IAG, comment on passe à l'échelle, etc. On a tout ce qui va toucher au réglementaire avec les AI Act. Donc là, on a sorti des fiches, par exemple, pour expliquer comment on se met en conformité. On a tout ce qui touche à la transition écologique, l'impact de l'IA sur l'environnement, la frugalité qu'on fait avec le ministère de la Transition écologique. Qui sont des sujets qui ressortent à chaque interaction client. C'est ça. Toujours De toute façon, l'association, elle traite les sujets qui sont les plus poussés dans les entreprises. Et le dernier sujet sur lequel il y a beaucoup d'activités aussi, c'est la sécurisation des systèmes d'IA, donc tout ce qui est cybersécurité. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est les 4 gros sujets qu'on traite, mais on en a d'autres qui sont plus sectoriels ou plus verticalisés sur des fonctions métiers ou sur des technologies. Et c'est assez dépendant aussi des envies des adhérents. Donc ça, c'est une grosse partie de l'activité de l'association. Et la démarche, elle est très d'intérêt général, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est mis à disposition de tout le monde pour justement éclairer les entreprises qui ne sont pas forcément au fait de l'IA, et d'avoir des ressources utiles pour elles. Et puis, c'est valable aussi pour celles qui en font, mais qui ont envie de creuser certains sujets, typiquement l'IA frugale, où il y a quand même pas mal d'entreprises qui font de l'IA, mais qui savent pas comment faire de l'IA frugale. Donc, on essaye de donner des billes là-dessus. Et après, on est aussi dans des projets européens, que je détaillerai pas forcément, mais ça permet aussi de travailler sur des sujets plus spécifiques avec la Commission européenne ou avec la France. Et on a aussi, comme toute association, on fait des événements, des actions de sensibilisation, des webinaires, etc., etc. Mais tout ça, on s'appuie sur notre écosystème qui est quand même assez gros aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal. Et on continue à avoir un rôle de conseil au niveau de la stratégie nationale, ou en tout cas, on essaye de garder toujours des liens avec le gouvernement et la DGE en particulier pour avoir des actions qui sont coordonnées avec ce qui se passe au niveau national. Là, il y a une grosse stratégie Oser l'IA. Par exemple, vous êtes associé à ça Oui, tout à fait. Alors, nous, on est dans les premiers ambassadeurs qui avaient été nommés fin d'année dernière sur Oser l'IA. Donc, depuis, on est passé d'une trentaine d'ambassadeurs à 300 ambassadeurs. Mais bon, il y en aura peut-être plus encore. Mais oui, l'idée, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que la mission Oser l'IA, c'est accompagner les entreprises vers l'IA. Donc, en particulier, tout ce qui est TPE, PME, ETI. Et donc, de faire en sorte que l'IA soit déployée partout. Et c'est aligné avec notre mission initiale. Le focus ETI, PME, c'est le postulat, c'est les grands groupes qui savent se débrouiller.
Alors, c'est pas vrai, en plus. Tous les grands groupes sont pas tous hyper matures sur l'IA, Non. mais ils ont une capacité à Capacité se structurer, financière, quoi. Ouais, qui ok. fait que normalement, pour eux, ça devrait être moins un problème. Ok. Mais ils ont quand même un Ce besoin... qui fait sens, hein, non, c'est juste pour... Mais, Oui, ça fait sens. Mais typiquement, si je prends les grands groupes qui sont adhérents du Hub, c'est des grands groupes qui ont déjà lancé des stratégies IA. Ça fait longtemps qu'ils sont sur le sujet. Et du coup, ils partagent leur expérience pour aider les autres à monter en compétences là-dessus. Mais de ce qu'on voit, ce qui se passe dans les grands groupes, ils sont tous, de toute façon, en train de mettre en place des stratégies IA, des équipes IA. Ouais, mais j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus simple. Nous, pour avoir la chance d'en côtoyer quelques-uns et de les accompagner, il y a l'inertie aussi des grands Oui, groupes. c'est peut-être plus long. Face à un changement aussi disruptif, être capable de restructurer ses équipes pour mettre les bonnes personnes, le bon leadership. Oui. En fait, c'est pas non plus... Ils ont plus de moyens, mais c'est pas si facile non plus. Oui, mais c'est pas pour les mêmes raisons que les petites entreprises. Je pense que, comme tu dis, ça peut être plus long à mettre en place parce qu'en plus, ils vont devoir former des milliers de collaborateurs à l'IA et puis... il faut créer ces entités IA quand ils les ont pas. Enfin, il y a de la restructuration et de la gouvernance à mettre en place qui peut être un petit peu plus lourde que sur une petite entreprise. Mais par contre, j'ai le sentiment qu'ils ont les moyens humains et financiers de se lancer là-dedans. En tout cas, de commencer à se lancer là-dedans. Pour ceux qui n'y sont pas déjà. Sur les plus petites entreprises, la complexité, c'est qu'ils ont un métier, en fait, principal. Ouais. Et c'est difficile pour eux de se dire je vais allouer du temps et de la ressource humaine à un sujet qui a l'air d'un sujet d'innovation qui s'appelle l'IA. Et en là, c'est plus, je suis totalement d'accord avec tout ça. Et pour en avoir aussi, pour en accompagner aussi au quotidien, alors je sais pas si c'est représentatif, mais en plus de ça, donc l'IA, c'est comme tu l'as dit, un moyen pour être plus efficace, plus productif, ce qu'on veut. Mais en fait, ils ont déjà une dette technique un peu plus lourde. Souvent, oui. Souvent, donc le problème, c'est pas juste l'IA, c'est aussi l'outil digital, l'outil de management de projet. Et donc, l'IA vient se rajouter par-dessus une pile déjà bien remplie. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est un peu le boulet supplémentaire pour des des entreprises qui sont déjà pas passées au numérique. Si on prend vraiment les PME industrielles classiques, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore fait leur transition numérique. Encore papier. Nous, on était avec un client la semaine dernière, c'est encore papier. Et là, on voit pas comment est-ce qu'on peut mettre de l'IA si on n'a même pas commencé sa transition numérique. Et même celles qui l'ont commencé, souvent, alors en dehors du fait qu'elles n'aient pas le temps de s'en occuper, il y en a aussi qui s'autocensurent en se disant « Oh, mais j'ai pas les données, c'est pas pour moi, je suis trop old school ». Même s'ils ont commencé à faire des choses, ils imaginent que c'est tellement compliqué qu'ils n'y vont pas. Tu fais quoi si tu es en face d'une PME, justement, qui n'a pas du tout fait sa transfo numérique? Tu lui dis, oh, pas d'IA tant que vous n'avez pas fait votre transfo numérique? Ou au contraire, on peut quand même commencer un petit peu... Alors, je pense que, contrairement à il y a 3-4 ans, on peut commencer à faire quelque chose. Parce que justement, il y a de plus en plus de solutions sur étagère, de modèles préentraînés. Avec les IA génératives, on peut même commencer à aller utiliser des systèmes qui sont un peu clés en main pour résoudre certaines problématiques. Et on n'a pas forcément besoin des données d'entreprise. Donc, ça peut leur permettre déjà de mettre le pied à l'étrier et de commencer à comprendre ce qu'on peut faire avec. Moi, je trouve que c'est une grosse révolution de l'IA générative, ce que tu viens de dire. Parce qu'on dit souvent, pas de data, pas d'IA. C'est totalement vrai sur 95% de l'IA. Mais en fait, une IA générative, pas de data, tu peux quand même rechercher de l'information, tu peux quand même avoir des avis. Donc, c'est quand même une brique qui vit, elle vit mieux avec de la donnée, c'est sûr et certain, mais elle vit un petit peu toute seule aussi, et elle vit pas trop mal, en fait. Elle sera plus pertinente sur la donnée d'entreprise, c'est sûr. Mais pour un premier usage, pour y passer, il n'y a pas besoin. Et c'est vrai que c'est une vraie révolution, parce qu'avant, c'était pas du tout le cas. Moi, avant, j'aurais dit, t'as pas de data, t'as pas de T'as pas de chocolat, quoi. Laisse tomber, quoi. Tu vas rien faire du tout. Reviens plus tard. Non, mais voilà, reviens plus tard. Ou alors, prends une solution sur étagère qui fera un peu le taf pour un truc, mais c'est tout, quoi. Ce qui a été la réponse du marché du conseil pendant 20 ans. Oui. Alors d'abord, on va structurer la data, et même à un point où j'ai trouvé que c'était à l'excès. Alors, vous n'avez pas de data warehouse, il faut un data lake, il faut un data cloud. Oh, bah, et quand est-ce qu'on commence les cas d'usage? On pourrait y passer une heure aussi, hein, parce qu'ils y passent 3-5 ans. Oui, non, mais c'est clair, les projets de data lake qui prenaient 5 ans et qui n'étaient pas du tout structurés, puis en fait, ils faisaient jamais rien parce que c'était trop compliqué. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et je trouve que... Pardon, vas-y. Non. Et c'est vrai que, du coup, nous, on voit arriver plus de PME qui ont testé des solutions d'IA générative simples, mais qui les ont testées et qui se disent, bon, bah, maintenant, j'ai peut-être quelque chose à faire pour l'entreprise. Donc, on est vraiment dans une posture totalement différente où avant, tu avais l'impression que tu devais aller quémander pour qu'ils commencent à faire de l'IA et qu'ils s'intéressent au sujet.
avec des pataquès de cas d'usage parce qu'ils comprenaient rien. Et aujourd'hui, ils comprennent l'IA par le biais de l'IA générative. Alors, ce qui est dommage, parce que ça veut dire qu'on perd quand même plein de projets d'IA classiques qui pourraient faire l'affaire. Mais quand même, il y a un niveau de maturité qui est bien plus élevé aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans de ça. Et il y a 2-3 ans, en fait, tu ne pouvais pas commencer autrement que par la data. Donc, c'était regarde ta data, je te dirai quelle sera ton IA. Et là, nous, ce qui nous passionne et ce dont on est convaincu, c'est qu'on peut se dire regarde tes cas d'usage et ensuite on verra quelle IA. Et data, on peut les pas prendre data. par les usages, c'est beaucoup plus intéressant pour ces entreprises-là. Ouais. Donc, on peut plus partir des cas d'usage. Et c'est en ça que je trouve quelque part, c'est quand même normal que l'IA prenne autant de place et que cette IA, même si on n'a pas encore bien compris qu'elle est générative ou pas, elle est quand même disruptive dans le sens où, ça c'est quand même super, super chouette. Et peut-être pour terminer, puisque on est un peu pressé en temps, mais tu reviendras. Toi, tu vois quand même plein de choses sur l'adoption IA en France, en Europe. Pour toi, c'est quoi les prochaines étapes de l'adoption IA là question un peu vague, question boule de cristal. Ouais, mais ça m'intéresse. J'aime bien poser des questions un peu prescriptives dans le temps. C'est quoi pour toi la suite? Et peut-être même 2 questions ça. Et deuxième question, c'est quoi les conseils que tu donnerais à des décideurs qui veulent vraiment se lancer sur l'adoption IA? Ça, on peut faire ça vite. Les décideurs qui veulent se lancer, mais c'est typiquement ce que tu as dit, c'est bien réfléchir aux usages avant tout. Et comme on disait, de ne pas faire de l'IA pour faire de l'IA, parce que franchement, ça ne sert à rien. Et nous, on leur dit tout le temps, ne pensez pas à la technique, pensez vraiment à ce que vous imaginez pouvoir automatiser dans vos process. Et puis après, on verra si c'est de l'IA, si c'est de l'IA gène, si c'est 3 règles à mettre dans le système, mais qui commencent à se poser la question de où est-ce qu'ils ont mal et où est-ce qu'ils aimeraient que l'IA réduise ce mal et ces difficultés. Et sur l'avenir, en fait, moi, je ne sais pas... J'ai toujours des prédictions bizarres, donc je dirais pas. C'est parfait. Mais non, mais en fait, j'ai pas réfléchi avant, donc je sais pas comment répondre. Non, en fait, moi, je vais plutôt te dire ce que je crains aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe. C'est, tu sais, l'IA, ça a toujours été un peu des hauts et des bas avec des phases où c'était des gros mots, parce que moi, j'ai vécu des années... Il y a eu l'hiver de l'IA aussi, enfin, à un moment donné, il n'y avait plus rien. Et quand moi, j'ai soutenu, quand j'ai eu mon master, il fallait pas du tout dire qu'on a fait de l'intelligence artificielle parce qu'on était des farfelus à l'époque. Donc, c'était pas du tout jusqu'à longtemps, pardon, mais moi, quand je travaille de 2015 à 2020, nous, on faisait des algorithmes de recommandation. On n'avait pas le droit d'utiliser IA. Oui, c'est ça. C'était trop bizarre. Et il n'y a encore pas si longtemps, quoi. Oui, c'est vrai. Ça fait très... c'est un domaine qui est quand même assez compliqué quand tu veux vraiment évoluer là-dessus. Aujourd'hui, moins. Mais ma crainte, c'est ça, c'est de se dire, si les gens ils réfléchissent pas en termes d'usage, mais qui continuent à réfléchir en termes techno et qui réfléchissent en termes de magie, on va se retrouver à avoir vraiment des use cases très déceptifs. Et il y a 2 possibilités. Soit la déception fait que les gens se calment et on revient sur un rythme plutôt classique d'IA, mais on n'arrête pas tout. Soit les gens sont tellement déçus qu'on va rebelote se retrouver dans une période où ce sera un gros mot de dire qu'on fait de l'intelligence artificielle. Je pense pas qu'on va en arriver jusque-là. Je pense que la désillusion va entraîner de l'IA plus raisonnable et qu'on va peut-être réussir à passer un peu à l'échelle là-dessus. Mais c'est quand même assez tendu en ce moment parce qu'il y a quand même des gens qui racontent n'importe quoi sur l'IA. Et donc, la déception peut arriver assez vite. Et je pense aussi qu'il y a... Je ne sais pas s'il va y avoir des nouvelles technos qui vont émerger, qui vont permettre de déployer plus facilement de l'IA. Je pense que c'est peut-être même pas le sujet parce que j'ai l'impression qu'on fait que réemployer des choses qui existent déjà. Mais je pense qu'on va avoir, comme je disais... J'espère une tendance à effacer un peu le concept d'IA et à aller vraiment vers des outils qui sont très opérationnels, très packagés et qu'on va avoir de moins en moins, et ça peut-être je le regrette un peu, de startups qui vont être très deep tech à s'intéresser à la production de modèles ou d'algorithmes et on va plus tendre vers une segmentation d'outils IA clés en main qui vont permettre de répondre à des problèmes. C'est une bonne chose, mais d'un point de vue innovation, c'est un peu triste, mais je pense que ça va tendre vers ça. C'est un sacré débat, parce que aujourd'hui, on en est là. L'IA, les modèles les plus élaborés, ils sont là.
Et en fait, c'est super dur de faire mieux parce qu'en fait, la barrière à l'entrée en termes de financement, c'est des centaines de milliards. Et par contre, ils sont là, ils sont pas plugués à des cas d'usage. Donc, moi, je vois bien l'intérêt de ce dont tu dis, comment est-ce qu'on crée des cas d'usage. Mais c'est vrai que, par contre, peut-être qu'on va de moins en moins s'intéresser à l'innovation. Bon, ça, on pourra en discuter et reparler souveraineté. Parce que je pense que c'est vachement lié aussi à ça, les problématiques de concurrence américaine et de potentielle fainéantise en Europe à avancer d'un point de vue très deep tech sur l'innovation en IA. Mais je pense qu'il y a des actions qui sont mises en place pour qu'on ne tende pas vers ça, mais c'est un risque quand même de trop s'appuyer sur des solutions américaines existantes et de perdre un peu cette sensibilité à faire de la R&D. La suite au prochain épisode. Ouais, voilà. Caroline, merci beaucoup pour ton temps. C'était passionnant. Et puis, on reparlera de ces sujets souveraineté. Super, merci. Merci.